80 ans après que les résistants des peuples et les victoires de l'armée rouge ont libéré l'Europe du fascisme. Ici, nous nous trouvons face à l'hôtel des Postes de Marseille, lieu symbolique s'il en est de la résistance à Marseille, où nous devons rendre hommage à une figure centrale de la résistance marseillaise, de la résistance des premières heures, Henri Ozias. Avec Léon Landini, président du PRCF, nous rendons hommage à ces 70 000 résistants communistes fusillés. Né en 1912 à Villevieille, Alpes-de-Provence, père de 2 enfants, Henri Ozias s'est posté au bureau gare de Marseille en 1929. Il adhère à 23 ans au Parti communiste en 1935, alors que le fascisme menace la France des travailleurs. Secrétaire du syndicat CGT des PTT de Marseille, il est desk-trésorier, adjoint de l'union locale CGT de Marseille en 1939. Puis entre à l'union départementale CGT. Militant communiste, il est de ceux qui lancent les grèves générales de 1936 et avec elles la victoire du Front populaire, barrant ainsi la route au fascisme en France, qui dès 1934 avait attaqué la République. Combattant à partir d'août 1939 lors de sa démobilisation après l'armistice de 1940, Henri Ozias lance la résistance à Marseille en militant au sein du Parti communiste clandestin, car interdit par l'ensemble des partis de la collaboration et de la défaite. Les partis de la bourgeoisie alliant derrière eux Pétain, extrême droite et social-démocratie. Militant communiste, il organise à Marseille des groupes de base et une équipe de l'organisation de résistance du PCF, l'organisation spéciale. Il est l'un des très nombreux exemples du lancement par les communistes français de la résistance dès 1940. Cela bien avant l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Le numéro 1 de la Marseillaise, journal communiste, rend d'ailleurs compte des actions militaires incontestables de la résistance FTP et des FTP MOI du bataillon Marat à Marseille. Militant communiste connu, il est arrêté par la police vichiste à son domicile marseillais le 24 janvier 1941, sur dénonciation et écroué à la prison militaire Saint-Nicolas de Marseille. Condamné par le tribunal militaire de Marseille le 19 mars 1941 à 4 ans et 3 mois de prison, il est transféré le 8 avril suivant à la maison centrale de Nîmes. Henri Ozias y joue un rôle central dans l'organisation clandestine des détenus. En octobre 1943, Ozias est transféré à la centrale d'Es. Sur le trajet qui le mène avec ses compagnons de détention à Es, il est fait chanter des airs patriotiques et clamer des slogans de la résistance. Ce train devient célèbre comme celui de la Marseillaise. Le 14 juillet 1943, Henri Ozias manifeste en portant un ruban tricolore et en observant une minute de silence au garde-à-vous en hommage à 2 jeunes résistants guillotinés. Fait unique dans l'histoire pénitentiaire, il forme un bataillon FFI clandestin. Le 19 février 1944, il organise une héroïque tentative d'évasion collective. Le directeur de la prison ainsi qu'un inspecteur de l'administration pénitentiaire sont pris en otage. Les détenus résistants se rendent maîtres de la prison. Mais l'alerte est donnée. L'assaut puis le siège de la prison toute la nuit est lancé par les troupes et la police de Vichy et l'artillerie de l'armée allemande. Après plusieurs heures de combat et face aux menaces des Allemands de bombarder la prison, les armes sont rendues le 20 février à 5 heures du matin. Seuls 2 des principaux responsables, Henri Ozias et Fernand Bernard, seront mis en cause. Mais un détenu blessé, sans doute dans l'espoir de voir sa vie épargnée, parle. Parmi les 1200 détenus interrogés, ce fut le seul qui parla, et ses déclarations furent lourdes de conséquences. Condamné à mort par une cour martiale réunie à Es, il est fusillé le 23 février 1944, en chantant la Marseillaise et en criant « Vive la France !». Henri Ozias, avant son exécution, eut le temps de s'adresser au peloton de GMR et de gendarmes en ces termes. « Soldats, vous n'oserez pas tirer sur nous les patriotes français que nous sommes. » En ce 8 mai 2025, alors qu'à nouveau le capitalisme, qui comme la nuée portant toujours l'orage, apporte à nouveau la guerre et la fascisation, qu'à nouveau sous les impacts des directives antidémocratiques et antisociales de l'Union européenne, des milliardaires, il détruit la France, des travailleurs, saccageant les conquêtes sociales du Conseil national de la résistance, à commencer par la sécurité sociale et les retraites, les services publics d'électricité de France, à commencer par la Poste, en passant par la SNCF, pour faire dissoudre le pays sous le joug du profit capitaliste, réduisant chaque jour davantage des travailleurs à l'exploitation et à la précarité, au chômage et à la misère. Il nous faut raviver l'espoir révolutionnaire de résistance, patriotique et antifasciste de la pleine souveraineté populaire, c'est-à-dire du pouvoir au peuple, en chantant ce chant des raisons populaires, cet hymne des armées révolutionnaires de l'an 1, la Marseillaise. Alors plus que jamais, avec la GRCF, nous disons « Les jeunes veulent vivre, non aux guerres de l'UE OTAN ». Littérature de vérité révolutionnaire sur les horreurs de la guerre pour la paix contre le fascisme. Engagé volontairement en 1914, Henri Barbusse passe 11 mois au front dans les tranchées comme soldat et bracardier. Il est sous le feu
de l'une des plus terribles batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille d'Artois de 1915 et 1916, une terrible boucherie encore plus sanglante que Verdun, désormais oubliée, occultée. Du 9 mai au 25 juin 1915, 102 500 soldats français ont perdu dans les assauts sur les tranchées de Souchet et du plateau de Lorette entre Arras et Lens. De ce massacre naît la chanson de Lorette, désormais connue sous le nom de la chanson de Craonne. À Lorette, Souchet, Guigny, 600 000 soldats sont tués. Il nous rappelle le million de victimes dans les 1000 kilomètres de tranchées de la guerre déchaînée en Ukraine, alimentée et escaladée par l'OTAN et l'Union européenne. Henri Barbusse est un soldat qui connaît la guerre. Il est de toutes les attaques et reçut 2 citations pour son courage. Cette expérience, consignée brute dans les lettres de à sa femme, lui servit à rédiger Le Feu, journal d'une escouade qui décrit l'horrible quotidien de la guerre et l'aspiration passionnée à l'union des peuples pour lutter contre la guerre, pour la paix. D'abord publié en feuilleton dans l'œuvre, le livre parut en décembre 1916 et obtint le prix Goncourt. Accueilli avec reconnaissance par les soldats, admiré par l'arrière, combattu avec violence par la presse nationaliste de droite qui l'accusait de défaitisme, traduit dans toutes les langues, ce livre de démystification de la guerre consacra le nom de Barbusse par sa vérité et sa tragique beauté. Devenu soldat de la paix, il fonda en 1917, avec Georges Bruyère, Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier, l'Association républicaine des anciens combattants, l'Internationale des anciens combattants et en 1919 le mouvement Clarté. Après avoir précisé sa pensée dans La lueur, dans l'abîme, ce que veut groupe Clarté, Parole d'un combattant, articles et discours 1917-1920, le couteau entre les dents qui contribuèrent à la diffusion des idées du communisme, notamment chez les intellectuels. Il adhéra au Parti communiste en 1923. Tout juste créé pour tourner le dos aux horreurs de l'union sacrée à laquelle avait poussé la social-démocratie au moment où le parti subissait la répression pour son action contre l'occupation de Ruhr. Il fut le premier écrivain français connu à le faire. Qu'ils aient été d'accord ou non avec lui, il servit de référence aux intellectuels entre les deux guerres. Il fut l'homme du rassemblement, du regroupement de toutes les bonnes volontés contre la guerre et le fascisme. Il prit une part très active à la Ligue internationale contre l'impérialisme et pour l'indépendance nationale, contre le colonialisme. Il se dressa contre le fascisme italien et ses crimes. Il fonda avec Romain Rolland le Comité antifasciste international, le Congrès mondial contre la guerre, d'où sortir le Comité mondial de lutte contre la guerre impérialiste. De 1932 et le Comité d'Amsterdam-Leyen, fondé en 1933 et qui eut une grande activité nationale et internationale. C'est avec nous seulement qu'on fait les batailles. C'est avec nous la matière de la guerre. La guerre n'est composée que de la chair et des âmes des simples soldats. C'est nous qui formons les plaines de mort et les fleuves de sang. Nous tous, dont chacun est invisible et silencieux à cause de l'immensité de notre nombre. Les villes vidées, les villages détruits, c'est le désert de nous. Oui, c'est nous tous et c'est nous tout entier. Oui, Barbusse nous rappelle la guerre voulue par l'Union européenne et l'OTAN capitaliste. C'est nous, travailleurs de France, qui serons les victimes. L'avenir, s'écria tout d'un coup, comme un prophète, dans quels yeux ceux qui vivront après nous et dont le progrès, qui vient comme la fatalité, aura enfin équilibré les consciences, regarderont-ils ces tueries et ces exploits dont nous ne savons pas même, nous qui les commettons, s'il faut les comparer à ceux des héros de Plutarque et de Corneille ou des exploits d'Apache. Voilà de quoi répondre aux propagandistes de guerre qui, de l'extrême droite à la droite extrême, mais aussi parmi les belles personnes du PS et de l'Europe écologie, la guerre à l'unisson de Macron appelle à réarmer et à propager et à escalader la guerre. L'héroïsme, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Le 8 mai 1945,
et le 9 mai à l'heure de l'Union soviétique, l'Allemagne nazie est contrainte de capituler sans condition. Nous sommes ici dans un lieu symbolique de Marseille, la rue Henri Barbus. Ce soldat des tranchées de 1915, prix Goncourt, figure de proue de la paix et donc de l'antifascisme, mais aussi face à l'hôtel des Postes qui nous rappelle la résistance lancée par le Parti communiste français à Marseille dès 1940 avec Henri Ozias. C'est aussi ici que la Commission européenne a installé ses bureaux à Marseille, elle qui lance contre la France des travailleurs, contre l'héritage populaire du Conseil national de la résistance, ses budgets de guerre et d'exploitation. Alors qu'elle impose à 63 reprises de diminuer les dépenses de santé, qu'elle a ordonné privatisation et casse des retraites sous prétexte de dette publique, la même impose 800 milliards d'euros de dépenses militaires pour propager la guerre en Europe, en s'appuyant pour imposer l'extension impérialiste de sa zone de libre-échange à l'Ukraine, provoquant la guerre actuelle, sur des milices néo-nazis qui ont assis sa prise de contrôle du pays dans le sang, en brûlant vifs les antifascistes et syndicalistes d'Odessa dans sa maison des syndicats. Oui, ce 8 mai, nous devons de toute urgence commémorer avec force la nécessité de résistance antifasciste, de paix, de progrès social face à la montée de l'Europe de la guerre, de la fascisation et de l'exploitation. L'immense victoire du 8 mai était celle des Alliés, au sein desquels la Russie soviétique avait joué le rôle principal, selon les dires mêmes de Charles de Gaulle en visite à Moscou en 1944. C'est à Moscou, Stalingrad, Leningrad, puis Koursk que la Wehrmacht et les armées fascistes européennes ont été stoppées puis broyées au prix de plus de 27 millions de morts soviétiques tombés pour la liberté de l'Europe. C'est l'armée rouge ouvrière et paysanne qui libéra le camp d'Auschwitz et qui seule prit Berlin, forçant Hitler au suicide. Même après le débarquement des Américains en Normandie, les 4/5 des divisions allemandes étaient mobilisées sur le front de l'Est et l'oublié serait criminel. La victoire fut aussi l'œuvre des résistants français, et parmi eux, première force et de loin de la résistance armée, les communistes français. Malgré la répression qui les avait frappés dès 1939, le décret condamnant à mort les diffuseurs de tracts communistes émanait du député socialiste, PS, et futur collabo, Sérol. Le PCF français interdit ces câbles raflés, clandestinement dirigés par Thorez, Duclos-Tillon et Frachon, mit en place les unités de choc de l'organisation spéciale dès 1940. Des francs-tireurs et partisans et des francs-tireurs français et des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, FTP-MOI, qui, contre l'attentisme prôné par Londres, ne cessèrent de harceler les Allemands et leurs fantoches pétainistes. L'insurrection parisienne de septembre 1944, qui libéra Paris avant même l'arrivée des chars de Leclerc, était commandée par les métallo-communistes et commandants FTPF, Roll Tanguy et André Tollet. Quant au premier appel de la résistance, il fut lancé dès le 17 juin 1940, à partir du sol national depuis Bordeaux, par Charles Tillon, appel diffusé nationalement par un tract du Parti communiste français. Le premier déraillement, à l'initiative du communiste Roger Landini, eut aussi lieu en 1940, en gare de Fréjus. L'école transmet-elle aux enfants ces gênantes vérités-là, au lieu de mentir en enseignant que les communistes français n'ont résisté qu'après l'invasion de l'URSS par Hitler? Ce furent du reste les communistes Fabien et Charles de Barge, dans le Nord, qui lancèrent les premières opérations armées contre l'occupant. Le premier étant fusillé pour cela comme des milliers de communistes dont le nom figure sur les stèles de Chateaubriand, du Mont Valérien ou de la citadelle d'Arras. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ce sont 100 000 mineurs qui soutinrent une grève héroïque en mai 41 sous la botte allemande au prix de centaines de fusillés, tous communistes et cégétistes. Qui le sait alors que rien ne rappelle cet acte héroïque qui fait dire à François Mauriac, écrivain gaulliste lui-même résistant, que seule la classe ouvrière est, dans sa masse, restée fidèle à la France profanée. Au sortir de la guerre, le PCF, parti des fusillés, obtenait 29% des voix et la CGT comptait 5 millions d'adhérents. C'est sous leur pression et à l'initiative des ministres communistes Croizat, Marcel Paul, Thorez, Pillou, Casanova, Vallon ou Joliot-Curie qui fonda le CEA que les travailleurs français ont alors obtenu le droit de vote des femmes, la sécu, les retraites par répartition, les statuts des mineurs, du fonctionnaire, des cheminots, des électriciens, qu'EDF, les mines et Renault ont été nationalisés et que la France a ensuite connu la période la moins défavorable au peuple de son histoire. Les prétendues 30 glorieuses ne sont pas tombées du ciel. Aujourd'hui, tout est fait pour enterrer la vérité historique à mesure que sont enterrées les conquêtes sociales et démocratiques du Conseil national de la résistance à coups de directives européennes imposées sous la menace de la procédure de déficit excessif. La vérité historique gêne les classes dominantes françaises, entre guillemets, plus prises d'autoritarisme, de xénophobie, d'anticommunisme, d'antisoviétisme, de russophobie haineuse, de soumission culturelle aux USA et d'Europe supranationale que de souveraineté française, de progrès social et de recherche de la paix.
Que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient, de la Palestine et Gaza au Liban, à la Syrie, en mer de Chine, le pouvoir macroniste pro-UE et pro-OTAN est aligné sur l'ordre euro-atlantique et sous la conduite de Macron, il soutient les pires régimes, de celui appuyé à Kiev sur les hordes néo-nazis se réclamant des collaborateurs du Troisième Reich, de l'UN et de l'UPA de Bandera, à celui des massacreurs terroristes d'Al-Qaïda, du dégoulinant de sang Loulani que Macron a reçu hier à Paris. Il marche à la guerre possiblement nucléaire contre la Russie. Macron n'a-t-il pas déclaré vouloir envoyer des soldats français combattre en Ukraine? Ce serait un suicide pour la population française. En Ukraine comme ailleurs, il faut chercher la désescalade, la négociation, la paix, prendre en compte les intérêts de sécurité de tous les acteurs, cesser de soutenir le régime pro-nazi de Kiev et en empêchant l'OTAN de s'implanter aux frontières de la Russie. Car que diraient les USA si la Chine installait des missiles au Canada ou à Cuba? Les peuples, la France des travailleurs n'a pas besoin de guerre, elle a besoin de paix, de coopération et de solidarité internationaliste. Oui, en réalité, l'OTAN est un pacte agressif fait pour menacer la paix mondiale. Une OTAN qui exige de couper dans les dépenses sociales pour financer ses guerres. Comme l'Union européenne, le contraire d'une Europe de la paix et du progrès social et qui n'est qu'une Europe de régression sociale, de l'extrême droite en plein essor, du réarmement allemand, de l'euro-dissolution de la nation française et de la marche à la guerre. Cette marche à la guerre qui commence avec l'explosion de la Yougoslavie et qui nous mène au conflit actuel en Ukraine. L'UE-OTAN est une machine de mort au service du grand capital qui piétine les valeurs du Conseil national de la résistance présidé par Jean Moulin. C'est pourquoi le PRCF, fondé entre autres par des résistants comme Léon Landini et Pierre Pancher, se bat à la fois contre le négationnisme historique, pour le respect dû à tous les résistants communistes, chrétiens, gaullistes, radicaux comme Jean Zay, pour l'amitié avec tous les peuples, y compris les Russes, les Chinois, et bien entendu avec les travailleurs allemands et avec les progressistes et les antifascistes ukrainiens. Nous n'oublions pas pour autant que contradictoirement, le 8 mai 45 donna lieu à des massacres ignobles de la part du pouvoir colonial français, tirant sur des foules désarmées réclamant l'émancipation à Sétif, en Algérie, et à Madagascar. Ni France néocoloniale, ni France raciste et lepénisée ou bardélisée, ni France dissoute dans l'empire européen dominé par Berlin et Washington et liquidant à la fois son industrie, son agriculture, ses services publics et jusqu'à notre langue française de plus en plus évincée au profit du doute anglais de Wall Street. Plus que jamais, porter aujourd'hui la mémoire du 8 mai 1945, c'est continuer le combat des résistants pour la France des travailleurs, l'indépendance nationale, la démocratie populaire, le progrès social, la coopération internationale, et pour cela sortir des armes de destruction massive mortelles que sont l'Union européenne et l'OTAN, qui nous mènent à la fois à la guerre mondiale et à la fascisation. Oui, pour s'en sortir, il faut en sortir. Plus que jamais, l'ordre oligarchique et fascisant du capitalisme précipite non seulement la France, mais l'humanité dans le gouffre. Plus que jamais, il faut que renaisse un grand parti communiste de combat et un grand syndicalisme de classe pour porter l'espoir d'un socialisme-communisme de nouvelle génération. C'est à nouveau ce chemin de la vie et de l'honneur, de la résistance, que vous invite le pôle de Renaissance communiste en France et son mouvement de jeunesse, la JRCF. Notre mot d'ordre pour ce 8 mai est le suivant. Il est simple, il est clair et il rassemble tous les travailleurs, quelle que soit leur origine. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Europe, Atlantique, monde, Pacifique, il faut choisir.